dans les années 1770 et les soldats qui étaient à l'intérieur de Gibraltar ne pouvaient sortir de cette ville ni par la voie maritime ni par la voie terrestre. Et il aurait eu là aussi un déclic en disant il pourrait peut-être partir par la voie aérienne. Enfin, on est loin quand même de l'expérience que nous vivons à l'heure actuelle. Et puis troisième anecdote qui est plus bucolique, beaucoup plus romantique et qui correspond tout à fait d'ailleurs au caractère de Joseph Montgolfier, c'est Séraphine, l'histoire de Séraphine, la petite bergère du Mont Pilat, dont le prénom est parvenu jusqu'à nous et qui envoyait des bulles de savon dans le ciel, disait-elle à Joseph, pour retrouver sa mère récemment décédée. Et Joseph aurait eu l'idée justement à ce moment-là d'enfermer dans une enveloppe quelle qu'elle soit un gaz plus léger que l'air pour emmener des personnes dans le ciel. Voilà quelles sont ces petites anecdotes qui tiennent à la fois de la légende et de l'histoire. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment celle de la Séraphine que je trouve la plus belle et la plus poétique. Actuellement, vous le voyez, l'enveloppe jaune et rouge est pratiquement hissée à sa hauteur définitive et on est en train d'écarter ce que l'on appelle maintenant la bouche de la montgolfière afin que la fumée puisse pénétrer en dessous et gonfler le ballon. Mais il faudra commencer par chauffer avec un seul réchaud. Joseph, qui est certainement le premier à avoir vraiment voulu réaliser un ballon, était très inventif. Et il paraît qu'on lui prête aussi l'invention du parachute qui n'a été concrétisée que 15 ans plus tard par André-Jacques Garnerin. Alors est-ce qu'on est vraiment sûr que Joseph de Montgolfier ait essayé des parachutes? Le parachute, je crois qu'il faut regarder la paternité du parachute comme non seulement double mais triple. Autant le ballon, l'aérostat, n'a qu'un père en la personne de deux frères, mais n'a qu'un père, Joseph et Étienne Montgolfier, autant le parachute, on peut faire étaler sa découverte sur plusieurs années. Parce qu'effectivement, je ne crois pas qu'on puisse contester que Joseph Montgolfier, avant 1783, c'est-à-dire avant la découverte de l'aérostation, a sauté soit d'une maison de la rue de Seyssel à Annonay, soit des rochers de Saint-Denis à Annonay également, suspendu à un engin volant, si l'on peut dire, qui ne s'appelait pas encore parachute, le terme est né beaucoup plus tard, mais qui était une sorte de vaste parasol auquel il s'accrochait. Et il y a même des comptes rendus. Moi, j'ai un compte rendu manuscrit qui relate, en patois d'ailleurs, ce pauvre monsieur Montgolfier qui était complètement dingue, etc., de sauter. On l'a vu sauter, les gens d'Annonay s'étonnaient peut-être qu'à moitié quand on connaissait le caractère de Joseph Montgolfier, mais ont été étonnés quand même de voir ce saut en parachute. Il faut dire que Joseph Montgolfier a été toute sa vie, et jusqu'en 1783, dès son enfance, dès qu'il avait l'âge de 15 ou 16 ans, était littéralement torturé, je crois que c'est le terme, par cette idée de la navigation aérienne et de la conquête de l'air. Il a toujours, tous les travaux qu'il a fait et les autres inventions, je vais en parler plus tard, qu'il a fait ont toujours eu pour but de maîtriser les formes d'énergie qui étaient l'air, la chaleur, l'eau, le feu, vous voyez, dans tous les domaines. Et en particulier dans ce domaine de la navigation aérienne, bien sûr. Je trouve en tout cas pour ma part, et cela n'est qu'une opinion personnelle, que c'était très modeste et très loyal de la part de Joseph Montgolfier, inventeur de la montgolfière, de vouloir inventer et mettre au point un système qui permettrait aux navigateurs d'échapper à un danger, parce que le danger était présent bien sûr sous la forme de feu. Il ne faut pas oublier qu'il y avait de la paille et de la laine cardée, exactement suspendue en dessous d'une voile en papier, et que par conséquent le danger était là, était manifeste. Et je trouve qu'il a été modeste et loyal de mettre aussi au point quelque chose qui puisse sauver les pilotes. Et malheureusement, il a fallu attendre 15 ans avant que Jacques-André Garnerin ne mette au point le premier parachute digne de ce nom. Digne de ce nom. Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison de le dire, le premier but du parachute a été un but de sauvetage à partir d'un ballon habité, d'un ballon monté,
en voie d'incendie, de destruction, par une forme ou toute une autre. Et c'est d'ailleurs le saut en parachute de Garnerin, qui est considéré comme le premier saut officiel de l'histoire de l'humanité, a été un saut en parachute effectué d'une hauteur, je crois, de 1000 mètres à peu près, à partir d'un ballon. Il était accroché à ce ballon, il a coupé les cordes et il est sauté en parachute. C'est en tout cas le premier qui ne s'est pas tué. Mais c'était quand même plus de 10 ans après les sauts en parachute, entre guillemets, de Joseph Montgolfier. Mais vous savez aussi que si on se souvient de lui, c'est parce que c'est le premier qui ne se soit pas tué. Pardon. Oui, exactement. Oui. Oui, il va falloir redescendre les cordes dans un moment. Bon, actuellement, vous pouvez voir que la voilure est déjà assez fortement gonflée, mais elle est encore loin d'atteindre la configuration géométrique qu'elle aura tout à l'heure au moment de l'envol. Nous pouvons peut-être dire deux mots du carburant et du carburant qui sont employés. À l'époque, on pensait que la montgolfière s'élevait grâce au gaz montgolfier et non pas en raison du principe d'Archimède, ce que l'on a découvert plus tard. Alors, le gaz montgolfier était en fait, dans l'esprit des physiciens et chimistes de l'époque, un gaz constitué d'une vapeur neutre et d'une vapeur alcaline. C'est tout à fait curieux. Oui, il y a le titre d'un article qui est apparu il y a quelques années est intitulé « D'une idée fausse à une réalisation extraordinaire ». C'est à peu près ça. L'idée de départ des frères Montgolfier était effectivement fausse. Elle reposait sur des problèmes électrostatiques, si vous voulez, d'une part, et d'autre part, il pensait qu'il fallait beaucoup de fumée pour faire soulever, pour faire enlever le ballon. Et c'est pour ça qu'ils avaient utilisé comme carburant, comme vous le disiez, pour fabriquer ce que l'on a appelé pendant quelques années les gaz montgolfiers, de la paille et de la laine humide, auxquels ils rajoutaient de temps en temps, dit-on, des vieilles semelles de souliers, par exemple, qui produisaient beaucoup de fumée, voire même, dit-on également, de la viande avariée qu'ils pouvaient se procurer dans la région, qui était une région quand même rurale autour d'Annonay. Et j'ai lu quelque part aussi qu'il y avait des sarments de vigne. Il ne faut pas oublier que le Vivarais était planté de vignobles. Le Vivarais, déjà à cette époque, était une région qui produisait une région viticole. Et il n'est pas impossible, tout à fait normal, qu'ils aient utilisé quelques sarments de vigne. Elle est en forme maintenant. Qu'est-ce qui est à la corde? Il faudrait quelqu'un à la corde pour redescendre un petit peu. Il va falloir redescendre un peu. Actuellement, vous voyez que la montgolfière a pratiquement pris ce qui sera sa forme définitive. Elle n'est pas encore ce que l'on appelle en surcharge, c'est-à-dire que la poussée n'est pas encore suffisante pour la maintenir, mais elle a vraiment sa forme définitive. On parle beaucoup des deux frères, Étienne et Joseph, mais il y avait pour ce ballon de 800 mètres cubes 1800 boutonnières. Est-ce que les femmes Montgolfier ont, entre guillemets, fait de la couture pour ces ballons? Oui, beaucoup. La famille Montgolfier qui vivait à Vidalon et les familles Montgolfier qui vivaient à Vidalon étaient des familles très nombreuses. Et il y avait donc beaucoup de dames et qui ont beaucoup travaillé. Il y a d'ailleurs quelques gravures qui représentent les dames Montgolfier travaillant à la couture, puisqu'il y a eu un très gros travail de couture pour la construction de ce premier ballon officiel de l'histoire de la navigation aérienne. Un aide ici, de ce côté, pour la maintenir un peu par les cordes de ce côté. Venez de ce côté, là. Contre le vent. Actuellement, vous pouvez remarquer que les pratiquants ont déjà pratiquement libéré ce que l'on appelle les cordes d'équateur, c'est-à-dire celles qui se trouvent au diamètre qui serait l'équateur d'une sphère, pour voir si elle est à peu près prête à décoller. Oui, complètement. Michel Faure, ce n'était pas innocent du tout de la part d'Étienne et de Joseph d'avoir annoncé cette démonstration publique et d'avoir profité d'une réunion des États généraux du Vivarais. Alors quel était le rôle des États généraux du Vivarais? Ils étaient d'ailleurs réunis pas du tout pour ça.
Le rôle des membres particuliers des États de Vivarais était un rôle de gestion des finances de la province qui allait devenir le département de l'Ardèche. Alors ils se réunissaient plusieurs fois par an, avec la différence de l'époque actuelle, c'est qu'ils se rassemblaient chaque fois dans une ville différente, si vous voulez, alors que maintenant, les conseillers généraux se rassemblent toujours dans la préfecture du département. Et les frères Montgolfier ont choisi cette date du 4 juin parce que les États généraux étaient présents à Annonay dès le 27 mai, je crois, 29 mai, pardon, et ils devaient partir le 5 juin. Et il fallait absolument, s'ils voulaient avoir comme témoignage celui des États de Vivarais, que l'expérience se réalise avant le 5 juin. Et malgré une pluie fine, ils ont réalisé l'expérience le 4 juin. Alors, un rapport a été rédigé par le syndic. Qui exactement était la personne qui a rédigé le rapport? C'était fondamental, ce rapport. Alors, ce rapport a été rédigé le lendemain, le 5 juin, et c'est pour ça que très fréquemment, il y a cette erreur qui revient même dans des ouvrages contemporains, que cet envol officiel que nous savons maintenant être du 4 juin a été dit, exécuté le 5 juin, parce que le rapport a été exécuté le 5 juin. Mais ce rapport commence par les mots suivants, que hier, lâchez tout. Michel Faure, que devint ce ballon qui s'est envolé le 4 juin 1783, comme il vient de le faire exactement sous nos yeux 2 siècles plus tard? Alors ce ballon qui est parti donc de la place des Cordeliers au centre d'Annonay a parcouru environ 2 km 500. Il est monté à environ 2000 mètres, il n'y a aucune mesure officielle qui a été faite, et il a volé à peu près pendant 10 minutes. Si les aérostats ont été conçus en province par des provinciaux, la consécration à cette époque, plus encore que maintenant, ne pouvait venir que de Paris et de la cour, bien sûr, de Versailles. L'Académie royale des sciences enregistra donc le 18 juin 1783 le procès-verbal de l'ascension d'Annonay. Étienne de Montgolfier fut invité à Paris. Des démonstrations furent faites tout d'abord avec un ballon de 1000 mètres cubes dans la cour des papeteries Réveillon, client des Montgolfier et premier mécène aéronautique. Plus tard, le 19 septembre, un aérostat de 1400 mètres cubes prenant la cour de Versailles à témoin s'envola, emmenant à son bord un mouton, un coq et un canard qui atterrirent sains et saufs. L'atmosphère était donc respirable à haute altitude. Plusieurs essais avec passagers dans la nacelle eurent ensuite lieu en vol captif. Étienne ne vola d'ailleurs qu'en captif, son père lui ayant demandé d'assurer après lui la pérennité de l'entreprise familiale de papeterie. Pilâtre de Rosiers, un jeune aventurier épris de sciences naturelles et de gloire, se porta candidat pour le premier volume 1 et se fit recommander par Lavoisier auprès des frères Montgolfier. De son côté, un jeune militaire, le marquis d'Arlande, du haut d'une tour, faisait des essais de parachute qui, à l'époque, laissaient sceptiques et inspiraient les caricaturistes. Séduit par l'idée de monter au lieu de descendre, il se mit aussi sur les rangs. Louis XVI accorda enfin son autorisation pour un vol libre avec passagers. Le 21 novembre 1783, un aérostat de 2200 mètres cubes s'envola du parc du Château de la Muette, emmenant Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande, qui atterrirent sans encombre entre les moulins de la Butte aux Cailles, à une dizaine de kilomètres de là. Ce fut un petit vol pour l'homme, mais un grand vol pour l'humanité, et les projets les plus insensés naquirent dans l'esprit de l'homme, hélas, bien souvent dans un but militaire. Piqué au
au vif par ses succès, le physicien Charles, aidé des frères Robert, construisit de son côté un joli petit ballon biplace rempli d'hydrogène dans lequel il s'envola en compagnie de son mécanicien Noël Robert. C'était le 1er décembre 1783, 10 jours après le premier vol libre de la Muette. Mais cette géniale découverte des ballons à air chaud avait coûté fort cher à la maison Montgolfier. La fumée dont Étienne remplissait son ballon était à peu près aussi solide que les honneurs de